Je suis pour la liberté d'expression, mais quand vous entendez cette phrase, vous pouvez être certain que ce qui va suivre est un argument qui prouve que la personne qui le profère est hostile à la liberté d'expression. Un peu comme la phrase « je ne suis pas raciste, mais…». Le problème, c'est qu'on entend de plus en plus souvent ce genre de phrase. Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas provoquer les gens inutilement, qu'il ne faut pas attaquer ou se moquer des croyances religieuses des uns et des autres. Le problème, c'est que quand vous entrez dans ce type de raisonnement, vous risquez assez rapidement de restaurer le délit de blasphème, voire de censure. Nous savons que la liberté d'expression est une bonne chose. Nous l'avons maintes et maintes fois entendu. Mais le problème, c'est que si nous en sommes convaincus d'un point de vue moral, nous ne sommes peut-être pas toujours en mesure de justifier cela rationnellement. Il est toujours important, selon moi, de posséder un fondement rationnel pour nos valeurs. Ainsi, je suis opposé au racisme parce que je trouve cette attitude moralement condamnable, mais aussi parce que, rationnellement, je sais que le racisme repose sur une erreur scientifique, à savoir l'idée qu'il existerait des races supérieures. Le racisme est donc à la fois moralement détestable et scientifiquement faux. Pour la liberté d'expression, il est important également de posséder une base rationnelle pour enraciner cette conviction. Autrement, vous risquez de succomber aux arguments de toute une série de gens qui veulent vous faire croire qu'il faut limiter la liberté d'expression si, par exemple, elle porte atteinte aux croyances religieuses. C'est ici que le texte de la liberté de John Stuart Mill, publié en 1869, est très précieux. C'est sans doute l'un des plus beaux textes jamais écrits sur la liberté d'expression. Mill écrit que si tous les hommes, sauf un, partageaient la même opinion, ils n'auraient pas le droit d'imposer silence à cet homme. Pourquoi ? Parce qu'imposer le silence à l'expression d'une opinion revient à en déposséder l'humanité entière. John Stuart Mill avance 4 arguments pour justifier la nécessité de la liberté de penser et de la liberté d'expression. Premièrement, une opinion que l'on étoufferait peut très bien être vraie. Le nier, c'est se prétendre infaillible. Deuxièmement, même si l'opinion étouffée est fausse, elle peut très bien contenir une part de vérité. Or, puisque l'opinion dominante n'est que rarement, voire jamais, l'expression de la vérité dans son entier, ce n'est que par la confrontation des opinions adverses que l'on a une chance de découvrir la vérité. Troisièmement, admettons que l'opinion dominante représente la vérité dans son entier. Étouffer une opinion divergente revient à professer l'opinion dominante comme un préjugé, sans comprendre ou saisir ses principes rationnels, si elle ne peut discuter vigoureusement ou loyalement. Quatrièmement, étouffer l'opinion dissidente revient à perdre, affaiblir, dévitaliser le sens de la doctrine elle-même. Elle devient dogmatique, informelle. Ce n'est plus une conviction authentique et sincère, fondée sur la raison ou l'expérience personnelle. Stuart Mill est donc particulièrement attentif au respect des opinions minoritaires. Il réagit contre une idée répandue relativement à ces opinions minoritaires. Toute opinion, dit-on souvent, a le droit de se faire entendre pourvu qu'on le fasse avec mesure et que l'on ne dépasse pas les bornes de la discussion loyale. Mill répond qu'il est difficile d'identifier ces bornes supposées, car si le critère est le degré d'offense ressenti par ceux dont les opinions sont attaquées, l'expérience démontre que l'offense existe dès que l'attaque est éloquente et puissante. Ils accuseront de manquer de modération tout adversaire qui les mettra dans l'embarras. Je cite le passage suivant, qui s'applique à des situations que vous avez sans doute déjà vécues si vous discutez sur des réseaux sociaux. Quant à ce que l'on entend communément par manque de retenue en discussion, à savoir les invectives, les sarcasmes, les attaques personnelles, etc., la dénonciation de ces armes mériterait plus de sympathie si l'on proposait un jour de les interdire également des deux côtés. Mais ce que l'on souhaite, c'est uniquement restreindre l'emploi au profit de l'opinion dominante. Qu'un homme les emploie contre les opinions minoritaires, et il est sûr non seulement de n'être pas blâmé, mais d'être loué pour son zèle honnête et sa juste indignation. Cependant, le tort que peuvent causer les procédés n'est jamais si grand que lorsqu'on les emploie contre les plus faibles, et les avantages déloyaux qu'une opinion peut tirer de ce type d'argumentation échoient presque exclusivement aux opinions reçues. La pire offense de cette espèce que l'on puisse commettre dans une polémique est de stigmatiser comme des hommes dangereux et immoraux les partisans de l'opinion adverse. En général, les opinions contraires à celles communément reçues ne parviennent à se faire entendre qu'en modérant scrupuleusement leur langage et en mettant le plus grand soin à éviter toute offense inutile. Elles ne sauraient dévier d'un pouce de cette ligne de conduite sans perdre du terrain. En revanche, de la part de l'opinion dominante, les injures les plus outrées finissent toujours par dissuader les gens de prophétiser une opinion contraire, voire même d'écouter ceux qui la professent. On peut tirer un enseignement très pratique de ce passage, lequel, dans le champ intellectuel, les libéraux sont largement minoritaires. S'il veut survivre d'un point de vue médiatique, un libéral doit se montrer totalement irréprochable envers ses interlocuteurs. Autrement, le moindre faux pas sera exploité par les contradicteurs antilibéraux
qui représente l'opinion majoritaire au sein des intellectuels, pour le discréditer aux yeux du grand public. L'essayiste Jean-François Revel enjoignait les libéraux à se montrer irréprochables et de toujours partir du principe que leur contradicteur serait, en cas d'erreur des libéraux, d'une mauvaise foi absolue.